Apprendre, c'est jouer librement ou suivre les règles? Les 2. Les règles, c'est pour que tout soit calme ou pour que chacun se sente bien? Pour que chacun se sente bien. Quand un enfant est en colère, tu l'écoutes seul ou en groupe? Bah, ça va dépendre des situations parce qu'il y a des situations qui peuvent l'avoir mis en colère à cause du groupe. Donc dans ce cas-là, c'est une gestion, une réponse collective à apporter et puis il y a des moments où il faut plutôt le mettre en retrait du groupe pour qu'il puisse s'exprimer et ensuite revenir, avoir été écouté et pour mieux revenir dans le groupe. L'enseignant, un guide discret ou un chef d'orchestre? Un chef d'orchestre, on va dire par moment, mais qui après devient un guide discret. Alors la coopération, un but ou un moyen d'apprendre? Ah, je pense que c'est un moyen d'apprendre, mais il faut en faire un but parce que ça vient plus c'est plus une évidence pour certains de nos élèves. Donc c'est quelque chose à travailler. Tu préfères que les enfants découvrent seuls ou que tu leur montres? Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Je suis pour un enseignement assez explicite sur beaucoup de choses, mais de laisser un peu de magie et de l'émerveillement de temps en temps, selon ce qu'on est en train de proposer, c'est important aussi. Mieux vaut faire plein d'activités différentes ou se concentrer sur une seule? Moi, je suis la team plein d'activités différentes. Anticiper ou improviser? Alors moi, je dirais prévoir pour mieux improviser. On le sait, gérer une classe, c'est tout un art. Entre l'organisation de l'espace, les règles à poser, les petits gestes du quotidien et la relation avec les élèves, il y a mille et une façons de faire. Aujourd'hui, avec mes 8 invités, on va vous partager des astuces concrètes testées en classe pour vous aider à trouver vos propres leviers et rendre la gestion de votre classe maternelle plus sereine et plus efficace. Alors on commence par une préconisation générale de toi, Delia, en lien avec l'écoute des besoins des élèves. Au quotidien, tu fais comment? Alors c'est pas facile en fait d'écouter le besoin de ses élèves. Déjà, il faut prendre le temps de les observer, de les connaître. Donc en début d'année, c'est difficile. Et puis je pense qu'il faut aussi de l'expérience. C'est-à-dire qu'en début de carrière, j'étais clairement, il y a mon cahier journal, il y a les programmes, il faut le suivre. Et voilà, et on le sait, hein, je pense que quand on débute, on est toujours très à l'heure parce que en fait, on le suit et c'est très bien. Moi, je suis particulièrement en retard, souvent sur mes situations d'apprentissage, mais j'ai pris maintenant plus de recul et je me rends compte aussi qu'un enfant qui n'est pas prêt à apprendre, que ce soit comme on vient de dire pour s'éloigner, que ce soit la fatigue, la colère, mais aussi, il s'est disputé avec son frère ou ses parents le matin, ou il a pas envie. Ça arrive aussi, hein, on est humain et eux encore plus, ils ont plus de mal à gérer leurs émotions. Donc je me dis: «Ça sert à rien de s'acharner parce que moi je vais m'épuiser, lui il va pas apprendre. Il faudra refaire la situation de toute façon». Donc voilà, je l'écoute. Alors si c'est individuellement, bah, on en a parlé un petit peu, voilà, il a le droit de s'échapper du groupe ou de laisser son activité en me disant: «Bah, voilà, la maîtresse», et je le vois par exemple une activité de graphisme qui va être bâclée. Je dis: «Non, je préfère que tu me dises: "Je ne peux plus, je n'ai plus envie"», en sachant qu'il faut quand même avoir fait un peu avant, «et tu mets de côté et tu reprendras demain». Donc voilà, et c'est aussi des fois le groupe classe, et ça je pense qu'on se l'interdit vraiment quand on débute alors spécifiquement maternelle, mais en discutant aussi avec des collègues d'élémentaire de cycle 3, on sent que des fois, les élèves, ils sont plus disponibles. Et voilà, si on a une situation d'apprentissage très compliquée en maths ou en français, enfin voilà, c'est plus possible. Donc c'est mieux. Alors en maternelle, on se dit: «C'est peut-être plus facile», mais on s'arrête, on fait un jeu rythmé par exemple, si on sent qu'ils ont besoin de bouger. Où on chante, où on va rire, où on va dire une poésie en criant très fort le dernier mot pour se défouler, ou au contraire, on va lire une histoire. Enfin, essayer de trouver des petits trucs. Et c'est vrai que des fois, le soir, on se dit: «Bah, j'ai pas fait ma séance de maths», mais en soi, si je l'avais faite, elle aurait servi à quoi? 2 élèves sur, 15? Non. Donc voilà, c'est ça, essayer de respecter leur rythme. Ce que tu dis, c'est hyper important. Avancer, c'est avancer avec nos élèves. Si on avance tout seul, ok, on a coché les cases, mais nos élèves n'ont pas appris. Alors, en continuant sur les principes qui guident nos classes, toi, Natacha, c'est celui de prévoir mieux pour improviser. Tu nous expliques? En fait, c'est un petit clin d'œil à la réalité du terrain et notamment à la réalité en maternelle. Parce qu'il y a, toujours des imprévus en maternelle. Surtout en petite section, par exemple, en début d'année avec, les problèmes de propreté et cetera. Mais une bonne préparation va permettre d'être plus souple et d'être plus réactif, finalement. Donc, on va pas improviser non plus de la veille pour le lendemain parce que, il y a vraiment une réflexion aussi sur le long terme, parce que préparer, bah, c'est donner du sens.
à ce qu'on propose, aux enfants. Ça permet aussi de leur poser un cadre, rassurant pour eux, mais aussi pour nous. Parce que si nous, on est rassurés, on permet de rassurer les enfants parce que, ils ce sont des véritables éponges émotionnelles et si on est complètement stressé, tendu et cetera, les enfants vont le ressentir et on va avoir une espèce de ruche, de ruche d'abeilles effervescente et je pense que, de prévoir c'est pour ça que je trouve que prévoir pour mieux improviser, c'est vraiment le bon terme. Ça va être la clé pour nous, pas se laisser déborder. Natacha, concrètement, ça veut dire quoi? Car la frontière peut être difficile à trouver. Jusqu'où on prépare, quand on peut improviser? Alors, c'est ce qui est le plus difficile, finalement. Moi, je dirais que la première étape, déjà, donc c'est tout ce qui se passe en amont, ça va être un petit peu de clarifier notre cap. Identifier nos intentions pédagogiques sur la période et pas sur la semaine ou la journée. Vraiment, avec, domaine par domaine et moi, je le fais semaine par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je sais quel est mon objectif pour la période complète et je le prévois de vacances à vacances. Donc là, par exemple, là, j'ai prévu toute ma première période, semaine par semaine et ça va me permettre une certaine souplesse parce qu'à chaque fin de semaine, je vais pouvoir faire un point sur ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire et rééquilibrer. Et donc forcément, je vais établir donc cette programmation que j'ai appelée, programmation périodique, semaine par semaine et domaine par domaine. Et puis aussi, ça va me permettre de rééquilibrer en me disant que j'ai été peut-être trop ambitieuse, en mettant trop. Je vais pouvoir intégrer ce fil conducteur soit sur la période, soit sur l'année. Tout dépend de la façon dont j'y travaille. Donc ça, c'est déjà mon premier point. C'est vraiment c'est le cap et c'est celui qui va aussi m'enlever pour moi une grosse surcharge mentale. Parce qu'il y a un travail de préparation beaucoup moins important le soir quand je rentre du travail. Et ça, c'est énorme parce que le fait de faire ça, pour préparer son cahier journal, c'est aussi une rapidité puisque j'ai mon cap, je sais où je vais à la fin de la période et puis je vais pouvoir réguler. Est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir regrouper? Est-ce que finalement il y a des choses où j'ai prévu trop de temps, d'autres pas assez et cetera? Ce que j'entends, Natacha, c'est que ce cap, quand on a besoin de lâcher, d'improviser, c'est lui, finalement, qui va être notre boussole. On va pouvoir changer d'activité, de modalité d'apprentissage, mais on va pouvoir garder notre cap. Dans mon improvisation, je vais pouvoir intégrer mon thème, mon objectif. Exactement. En fait, ça permet de planifier, mais plus souplement. Donc en fait, ça va nous permettre aussi de construire une programmation plus souple qui va être entre tout dépend des périodes, mais entre 5 à 8, 10, 12 semaines. Alors les périodes de 5 semaines, en effet, il faut aussi être raisonnable et ne pas s'appuyer quand on a des méthodes strictement à la méthode, mais vraiment au nombre de semaines, au projet prévu dans la période. Parce que en faisant ça, je vais pouvoir prévoir, si j'ai une sortie, si j'ai un spectacle, si j'ai l'intervention de l'infirmière, et je vais pouvoir rééquilibrer finalement. Et donc moi, je vais pouvoir avoir des objectifs plus clairs, mais que je vais pouvoir adapter puisque j'ai ce cap-là que je vais voir. Je vais pouvoir prévoir une progressivité et ça, c'est le plus important. Et moi, en plus, dans cette intention pédagogique, dans cette programmation périodique, je vais, à la fin de mon petit tableau, indiquer tous les albums que je veux travailler, donc là, ceux que je vais vraiment travailler de manière importante et tous les albums que je vais voir en lecture offerte. Parce que, en effet, j'ai ma boîte avec tous mes livres de la période, donc je peux improviser d'un jour à l'autre, mais je n'improvise pas en prenant n'importe quel livre qui vient. C'est-à-dire que j'ai mon fil conducteur et donc en fait, ce seront ces livres-là que je vais prendre, pas d'autres. C'est pas une vraie improvisation, c'est-à-dire que pareil, je vais avoir ma liste de comptines, elles sont prêtes, j'ai mes fiches de comptines. Je peux changer d'une semaine à l'autre parce que je me dis que celles-ci finalement, ils sont pas encore prêts, mais néanmoins, j'ai mes comptines que je vais voir pendant la période et je vais pas en prendre une autre. Ce qui m'intéresse pour terminer, c'est d'avoir une précision sur ce point de bascule. Qu'est-ce qui me fait identifier que là, il faut que je lâche ce que j'avais prévu? Alors déjà, je pense que la première chose, c'est l'acceptation et le lâcher prise. C'est une grosse importance, le lâcher prise, la déculpabilisation.
et cette petite boîte à outils de petites activités de secours, d'activités de secours, par exemple, ça peut être des activités de remise au calme, de relaxation. Moi, je pense beaucoup à la petite boîte à mystères, la petite histoire qu'ils aiment beaucoup et qu'on va s'autoriser à la relire 5, 6 fois pendant la période. Les marionnettes, la marionnette qu'ils aiment bien, la petite mascotte, qui vont au moins permettre de voir si on peut rattraper notre groupe. Donc c'est d'avoir ces petites comptines qu'ils connaissent, qu'on va remobiliser et en général, quand même, si on s'y est pris au bon moment, on rattrape le groupe. Sauf si on a vraiment un événement, bah, un enfant qui est blessé ou je ne sais pas, enfin quelque chose qui fait que vraiment là, on est obligé de tout changer et moi, ça m'est déjà arrivé avec un enfant qui avait un souci de santé grave et qui a fait un malaise et bien clairement, ça a été un stop total, mais vraiment le stop total et j'ai transformé ma classe en accueil. Activité libre, parce que là, il fallait que je m'occupe de cet enfant et qu'avec mon ATSEM, on n'était pas 2 parce qu'on était vraiment sur une situation de santé importante et donc mais là, c'est vraiment des situations très exceptionnelles. Après ces conseils d'ordre généraux, Florane, toi, tu vas nous partager ta manière d'utiliser une mascotte pour scénariser ta classe. Et bien, en fait, en début d'année, donc moi, j'ai une classe de petits moyens ou souvent de moyenne section. J'aime bien utiliser la mascotte parce que, le côté affectif de la mascotte, les enfants s'y attachent assez vite. Donc j'ai toute une petite mise en scène sur les premiers jours où la mascotte arrive. La mascotte se présente aux enfants et ensuite elle leur fait faire des petites activités. Et c'est vrai que sur les retours de récréation, des fois, plutôt que ce soit moi, en tant qu'enseignante, qui dise, «Bon allez les enfants, on va faire ça», en fait, c'est la mascotte qui, d'un seul coup, elle me dit un secret dans l'oreille et comme elle m'a dit quelque chose: «Oh, vous savez quoi les enfants?» Alors là, du coup, tout le monde se tait pour écouter le secret de la mascotte et en fait, c'est des petites astuces comme ça ou des petits jeux. Alors moi, ma mascotte s'appelle Pompon, donc aujourd'hui, c'est Pompon qui a décidé qu'on allait jouer, alors on peut jouer au Jacadie, on peut jouer au jeu des couleurs, Pompon fait de la magie aussi, donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu scénarisées, qui font que ça capte l'attention de tous les enfants et juste en leur disant ce qu'on va faire, en 2 minutes, enfin, tout de suite, ils s'installent, ils se posent, ils regardent tous, ils sont attentifs. Du coup, ce que j'entends, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est le fait que l'enseignant, l'enseignante devienne un peu magicienne, non? Oui, un petit peu, c'est vraiment, l'idée de leur faire acquérir une notion, mais par le jeu et du coup, bah, le côté un petit peu spectacle leur plaît. Bah, je pense qu'il y a un côté affectif avec une mascotte parce que les enfants, ils l'utilisent aussi à d'autres moments de la journée où ils peuvent vraiment se l'approprier. Moi, je la laisse, dans un coin cuisine en début d'année, donc ils lui font à manger, elle fait vraiment partie de la classe, en fait et il y a je fais des petits rituels régulièrement avec pour, travailler le vocabulaire, les couleurs, plein de choses différentes et en fait, ça c'est un ouais, c'est un objet, enfin, une petite peluche à laquelle les enfants s'attachent, facilement. Et les enfants ne sont jamais déçus que cette mascotte ne leur parle pas à l'oreille? Non, ça va. Alors, il y en a toujours qui se demandent si elle parle vraiment, un petit peu au début, mais en général, ils captent vite. Il y en a toujours un qui dit: «Mais non, mais c'est la maîtresse». Cette mascotte, elle est vouée à disparaître au fur et à mesure de l'année ou tu l'installes jusqu'au bout? Alors, j'aimerais bien l'installer pour toute l'année, mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à plus trop l'utiliser en fin d'année. Parce que, bah, la classe, au bout d'un moment, ça roule. Mais c'est vrai que mes élèves, des fois, me font remarquer que, «Ah bah tiens, on n'a pas fait ça depuis longtemps», donc mais c'est vrai que faudrait que je l'utilise plus, je pense, sur, toute l'année. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup sur la grosse première période, encore la deuxième, et puis après ça s'estompe, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Un petit conseil pour ceux et celles qui voudraient se lancer? Et en fait, tout format est intéressant parce qu'après tu peux prendre un tout petit format où du coup, il va être tout petit, faut pas faire de bruit, faut en prendre soin ou alors on peut prendre des très gros. J'ai déjà eu des mascottes qui faisaient, 1 m, 2 mètres, donc qui sont vraiment géantes où du coup je les mets j'en ai eu qu'une fois, mais où du coup je la mettais sur moi, limite ça me cachait et par contre, les enfants mutiques, ça les fait rire. Parce que donc voilà, ça peut permettre comme ça. J'ai déjà vu des enfants sourire alors que je les ai jamais vus sourire, et quand j'ai sorti cette énorme mascotte qui, du coup, faisait des choses drôles, en fait, ça leur a permis de commencer à rentrer en relation et sur des moments d'atelier, parce que moi, je faisais à un moment donné l'anniversaire de la mascotte, donc en pâte à modeler, une situation mathématique
Et il y a des enfants qui arrivent à parler quand la mascotte est là, alors que des fois, ils sont très introvertis et ne nous parlent pas. Parce que c'est un tiers qui peut permettre de voilà, de débloquer des situations, d'enfants. Bah, faut surtout avoir de l'imagination, je pense. C'est ça le point clé et puis après, faut pas hésiter, à scénariser un peu les choses, à faire, la toute petite voix, la grosse voix, à mettre un peu les choses en scène. Ça marche vraiment bien. Merci Florane. Julie, toi, tu nous proposes un truc pour apprendre aux élèves à gérer leur temps. Tu utilises beaucoup le sablier dans ta classe, non? Alors le sablier a plusieurs fonctions dans ma classe, notamment celle de gérer leur temps, lorsque je leur demande de ranger, par exemple, après les ateliers ou surtout après le temps d'accueil. J'ai un énorme sablier dans la classe qui dure 5 minutes et plutôt que de leur répéter régulièrement de ranger, plutôt que d'être, derrière eux pour les inciter, les motiver à ranger la classe, je retourne le sablier ou un enfant propose de le faire. En général, ils adorent ça et ils savent qu'ils ont un temps limité, jusqu'à ce que le sablier soit totalement écoulé pour ranger la classe et venir s'asseoir calmement en regroupement. Donc ça marche très, très bien et la classe est en général rangée au bout de 5 minutes, sans que j'ai besoin de répéter ou d'être derrière eux. Alors ce que je vois, c'est que les enfants parfois, voient le sablier qui arrive à la fin de l'écoulement du sable et motivent les autres à se dépêcher de ranger ou vont aider les même s'ils n'ont pas participé ou pas sorti tel ou tel jeu, ils vont davantage aider les camarades à ranger ou spontanément aller ranger les ateliers. Enfin, pas les ateliers, mais les tables qui n'ont pas investi pour autant. Merci Julie. Alors, on continue sur ce sujet de la gestion du temps avec toi, Paola, qui propose d'utiliser un emploi du temps à Scratch. Je présente ça. Alors, je présente une version miniature qui est pour un enfant en particulier, mais ça se présente comme, une ligne verticale à scratch posée sur le tableau et des petites étiquettes qui représentent les différents moments de la journée. Et l'intérêt, c'est en début de journée, début de matinée, au premier regroupement, je vais dire aux enfants: «Aujourd'hui, on va faire» alors on termine le regroupement, on est en regroupement maintenant. Après, on va faire des ateliers. Vous irez ensuite en récréation. On fait un dernier regroupement et puis ça va être l'heure de rentrer à la maison. Là, je fais un peu ou ça va être l'heure d'aller à la cantine. L'idée, c'est de donner aux enfants de façon très concrète le déroulé de la matinée et je peux même aller jusqu'à, comme c'est sur des tableaux, un enfant qui me demande, il a porté un livre: «Est-ce qu'on peut lire cette histoire?» Je les note à côté de ce regroupement-là. Voilà, histoire de, Lucas. Hem, Même si c'est écrit, les enfants ne lisent pas en maternelle, mais ils savent, ils ont compris que c'est écrit et ce qui est intéressant, c'est que le fur et à mesure, on les enlève et donc les enfants voient que là, on avance dans la matinée, c'est très rassurant pour eux. L'effet qu'il soit à scratch, ça me ou aimanté, peu importe, l'important que ce soit mobile, ça me permet d'adapter en fonction. Un jour où il pleut, je vais peut-être pas mettre celui de la cour de récréation, je dirais qu'on va jouer dans la classe, je fais autre chose. Et ça nous oblige à vraiment nous y référer tout le temps. Parce qu'un emploi du temps qui reste tout le temps affiché, un emploi du temps visuel affiché, on finit par l'oublier, alors que là, on en parle. Les enfants sont très actifs aussi. Ils demandent parfois, j'oublie, hein, les 3/4 du temps, j'oublie d'enlever des scratchs, mais eux, ils se souviennent. Et voilà, ça leur permet d'avoir des repères clairs et ça me permet aussi de faire des rappels sur les lignes de conduite de chaque lieu. Si on est en regroupement, il y a un enfant qui gigote trop, je vais lui dire: «Écoute, voilà, là, on est en regroupement, tout à l'heure, il y aura la récréation, tu pourras courir, sauter, tu pourras faire ce que tu veux. Là, maintenant, en regroupement, on reste assis». Donc ça leur permet aussi de savoir que ça va se terminer un jour, les moments qui sont peut-être un peu plus longs pour eux. Donc voilà, plein d'avantages. Tu as un point de vigilance à nous partager sur l'utilisation de ce format d'emploi du temps? Je pense qu'il faut y penser. Voilà, c'est le genre de choses que les enfants il faut faire du temps pour ça, donc il faut prendre le temps au début de chaque regroupement. Enfin, moi, je l'ai fait en maternelle, début de matinée et début d'après-midi. Je fais pas toute la journée. Je pense qu'un point de vigilance, c'est ça. Au début, surtout en petite section, je me souviens d'avoir essayé de faire toute la journée et en fait, les enfants commencent à pleurer, quoi, parce qu'ils se disent: «Mais comment ça, elle va jamais se terminer cette journée?» Et aussi d'y aller, on peut avoir tendance à vouloir trop détailler. Et on se termine avec 14 étiquettes et c'est pas du tout lisible pour l'enfant. Donc voilà, c'est vraiment l'essentiel. Quels sont les points clés de la journée? Quels sont les moments aussi que,
voilà, quels sont les moments où on sent que les enfants sont un peu perdus, où ils savent pas trop. Ça peut être intéressant de cibler ça, mais pas beaucoup d'étiquettes. Pour les tout petits, j'aime bien faire des photos parce qu'ils reconnaissent les lieux. Pour les plus grands, on peut commencer à voir des images. Parfois, quand j'arrive pour remplacer dans une classe où il y en a pas, je les fais même à l'écrit sur le tableau. Mais c'est donner en voilà, montrer aux enfants qu'on sait où on va et qu'il y a, il y a une un plan pour la journée, ça les rassure. Merci Paola. Après ces trucs d'ordre général, on va passer à l'organisation du travail. Mettre nos élèves de maternelle au travail en apprentissage demande beaucoup d'organisation, d'ergonomie de nos espaces, une réflexion toujours en mouvement pour trouver le truc ou les trucs qui fonctionnent suffisamment bien. Alors pour commencer, Bénédicte, tu nous présentes ta manière de proposer des caisses que tu nommes caisses d'autonomie. Alors les caisses d'autonomie, je pense que c'est quand même un assez grand classique pour beaucoup d'enseignants, de maternelle, mais je l'ai aussi utilisé dans un passé un peu lointain maintenant, mais je l'ai utilisé aussi en élémentaire. Ce sont des caisses d'autonomie pensées, pour les élèves en fonction de ce qu'on a déjà vu, en fonction de ce qu'on a déjà abordé ou alors en fonction de leurs appétences parce qu'on repère vite, les goûts de nos élèves. Tiens, un tel, il aime bien bricoler, un tel, il aime bien observer. Donc j'ai une partie de mes caisses d'autonomie qui sont de la liberté la plus totale, c'est-à-dire de l'art plastique, c'est du bricolage, c'est voilà, on fait ce qu'on veut avec. Les autres caisses d'autonomie, on fait aussi ce qu'on veut avec, mais elles ont vraiment un but pédagogique derrière puisqu'on vient réinvestir, on vient retester des choses qu'on a déjà vues auparavant et l'usage de ces caisses, c'est simple, quand on a fini une activité, quand on a un moment de libre eh bien, on a le droit on a le droit, de rêver si on a envie et si on a envie de s'occuper, eh bien, on peut aller chercher, piocher dans ces caisses. La règle, c'est: je prends une caisse, je l'utilise. Quand j'ai fini, je range et je la remets en place. Si je n'y arrive pas, des fois ça peut être compliqué pour des plus petits, je fais appel, à l'adulte ou à un copain un peu plus grand qui sait faire. Mais la consigne de base, c'est voilà, on range ce qu'on a sorti, sinon ça devient vite le bazar. Petit détail, mais pas des moindres, tu as combien de caisses en circulation? Alors j'en ai et je pense avec le recul un peu trop, là j'en ai 24. Et je pense que c'est un peu trop et donc cette année, pour la prochaine rentrée, je vais peut-être réfléchir à réduire, en fait, le nombre parce qu'avec des cette année, j'ai eu des petites sections, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps et avec les petites sections, les caisses se sont très souvent retrouvées mélangées et je me suis dit que peut-être trop de diversité tue la diversité pour le coup. Donc il y a voilà, selon les niveaux d'âge, je pense qu'il y a des petits réajustements à faire. Par contre, pour des grandes sections, moyennes sections, enfin voilà, ça marche très bien. Puis moi, ils ont des codes, ils savent, qu'est-ce qui est plus difficile qu'autre chose, mais ils sont libres d'y aller, hein. Je veux dire, en moyenne section, on peut aller prendre quelque chose que j'aurais pensé pour les grands, peu importe. Voilà, il y a pas d'évaluation derrière. Après, ils sont libres aussi, moi je les prends en photo. Ils savent que, je peux les prendre en photo et des fois, quand j'ai la chance d'avoir une tablette, c'est eux-mêmes qui vont prendre leur travail en photo. Comme ça, il y a une trace et ils sont tout contents, en fait, de nous montrer. Puis nous, on voit aussi, ce qui s'est fait, pendant qu'on était avec d'autres. Et on se lance comment, prudemment? Alors, moi, ce que je fais de toute façon à chaque fois, c'est que chaque caisse, je ne mets pas les caisses, oui, en activité tout de suite. J'ouvre en fait mes caisses au fur et à mesure, de la rentrée et je leur présente chaque caisse. Alors, il y en a certaines qui sont très évidentes, il y a pas besoin d'y passer, plus de 2 minutes, on va dire. Il y en a certaines où il y a un petit peu besoin un peu plus de consignes, surtout les consignes d'utilisation, de rangement. Voilà et puis il faut qu'ils fassent attention aussi, il faut qu'ils soient vigilants donc moi, ils me préviennent quand il y a quelque chose qui est plus à sa place ou qui manque et au fur et à mesure, moi, j'explique les caisses et au fur et à mesure, je les ouvre. Parce que s'il y en a trop et qu'ils ne savent pas, finalement, ça portera pas ses fruits et puis ça va finir, aussi mélangé. Donc moi, j'y vais par étapes et une fois qu'ils ont tout vu, bah, là, toutes les caisses, voilà, sont ouvertes et sinon, elles sont moi, c'est des tours de tiroir donc la le tour de tiroir, elle est retournée comme ça, ils peuvent pas aller mettre leurs petites mimines à l'intérieur et bon, puis avec des élémentaires, ça coule, encore plus facilement, en fait.
Merci. On continue avec une autre astuce que tu utilises dans ta classe, Bénédicte, les plateaux de travail. Eh bien, c'est pour apprendre en mouvement et s'installer librement. Ça fait de nombreuses années, alors parce que bon, ça m'avait été inspiré par une animation pédagogique où voilà, où ils préconisaient en fait, d'avoir moins de tables, moins de chaises. Alors ça, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser. Moins de tables, moins de chaises que d'élèves et par contre, il faut quand même bien leur trouver une petite place quand même. Donc au début, j'ai commencé avec des vrais plateaux, juste des plateaux, de service, donc qui se mettaient à même le sol et toujours avec mes petits carrés aussi, où c'était leur petit espace. Mais, pour certaines activités où il y avait peut-être besoin, un peu de collage, un peu de découpage, c'était moins pratique. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai investi dans des plateaux, de petit déjeuner, n'ayant pas les moyens d'avoir le vrai matériel voilà, avec les trépieds, parce que le vrai matériel, coûte cher et puis, bah, si la politique de la mairie, et n'est pas encore là-dedans, bah, on fait, un système D et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc là, j'ai une douzaine de plateaux. J'en avais 6 au début, maintenant j'en ai 12 et en fait, le principe, c'est je pense mes ateliers ou je pense mes activités en fonction des places que j'ai en classe, puisqu'il y a certaines activités qui devront forcément se faire sur des tables. Donc je fais attention à ne pas à ce qu'il me manque de tables et sinon, toutes les autres activités, elles sont faites sur les plateaux. Ça permet aux enfants, de se placer où ils veulent dans la classe, d'être libres de leurs mouvements. Surtout en maternelle, on le voit, ils ont la bougeotte, quand ils sont sur leur chaise, il y a une jambe repliée sur les fesses, il y a les fesses qui tambourinent, les pieds qui bougent et cetera. Ils ont vraiment besoin de mouvement et des fois, c'est un peu contre nature de les tenir, toute une matinée assis sur une chaise et l'utilisation des plateaux, déjà, ça change de l'ordinaire, donc ils sont ravis et ensuite, ça leur permet de s'installer. Certains sont assis à genoux, enfin sur leurs genoux, certains sont assis, d'autres sont, les jambes sur le côté, d'autres étendent leurs jambes sous le plateau. Voilà et puis ils peuvent changer finalement de position, tout au long de leur activité et la règle, c'est on s'installe où on veut tant qu'on est «calme» entre guillemets et qu'on n'embête personne. On peut discuter avec son voisin du moment qu'on chuchote et ils connaissent la règle. Si c'est le bazar, si ça fait trop de bruit, hop, la praticité des plateaux fait qu'on peut séparer tout ce petit monde, chose qu'on ne peut pas faire quand on a des tables ovales ou qui sont voilà, donc quand on doit faire cohabiter 6 petits loulous, qui des fois ne sont pas aptes à cohabiter avec des voisins parce qu'à 3 ans, des fois, avoir un voisin, c'est compliqué. Eh bien, les plateaux permettent cette liberté et pour eux de mouvement et pour moi, bah, de pouvoir séparer certains et pour eux aussi de pouvoir s'isoler. Moi, j'ai la chance d'avoir des fenêtres, mais des fois, j'ai des enfants ils se mettent vers les fenêtres et en même temps qu'ils travaillent, il y a le regard qui se porte, voilà, qui se porte au loin et on regarde ce qui se passe, on profite un peu des rayons du soleil, enfin, voilà et ça n'empêche pas la concentration. Par contre, effectivement, il y a certaines activités, par exemple, tout ce qui va être graphisme, écriture, je les réserve à table pour qu'on ait là la posture, bah, la bonne posture d'écriture. Mais tout ce qui va être construction, découpage, collage, jouer avec des gommettes, faire des puzzles, des choses comme ça, tout peut se faire par terre, voire même j'en ai qui finissent par terre, voilà et ils sont heureux comme tout et le travail est fait et la concentration est quand même là, en fait. Julie, toi, tu organises tes groupes de travail de façon très flexible pour pouvoir répondre à tes besoins pédagogiques. Alors j'ai décidé de ne pas avoir de groupe figé sur l'année, des groupes de couleurs comme on voit très souvent en maternelle, car ça me permettait de permettre aux élèves de faire des choix, de rentrer davantage, de s'impliquer plus dans leurs apprentissages et dans les activités proposées. C'est ce moyen de fonctionner c'est surtout, destiné aux ateliers dirigés, tournant sur la semaine, pas sur les ateliers autonomes, de manipulation. Mais du coup, comment font les enfants si ça change tout le temps? Alors à chaque lundi, j'expose aux enfants les ateliers auxquels ils vont participer au cours de la semaine. J'ai 3 ateliers tournants sur 3 jours pour que le vendredi, je puisse avoir un petit temps pour terminer les gros projets en cours ou faire autre chose. Donc on tourne sur 3 jours, je leur présente les 3 ateliers avec les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. Ensuite, les enfants choisissent. Alors forcément, parfois, certains vont tous se tourner vers la peinture, donc on explique bien qu'il y a un nombre limité de places par atelier. En général, ils le savent très, très bien
et ils s'orientent vers l'atelier qu'ils préfèrent le lundi. Évidemment, le but, c'est quand même qu'ils aillent sur tous les ateliers à la fin de la semaine, qu'ils aient participé à chacun des 3 ateliers. Mais au moins, ça les rend plus autonomes, plus responsables de leurs choix et je trouve que j'ai des enfants plus impliqués et qui savent faire des choix. Parce qu'en maternelle, je m'étais rendu compte il y a quelques années que, les enfants étaient incapables, à 3 4 ans, certains d'entre eux étaient incapables de faire un choix. Ça veut dire que chaque matin, tu proposes un temps pour constituer tes groupes? Oui, donc il c'est automatique au fur et à mesure de l'année, et très, très rapidement les ateliers se mettent en place. J'ai un tableau avec les prénoms des enfants sur lequel aussi je reporte, je passe dans chacun des groupes. J'ai un atelier dirigé, mon ATSEM a un atelier dirigé et il y a un groupe en autonomie et une fois que j'ai terminé mon atelier dirigé, je vais voir le groupe qui est en autonomie pour vérifier avec eux et valider leur réussite et sur mon petit tableau, je reporte quel enfant a fait quel atelier et s'il a réussi, où il a été en difficulté et je prends des notes, sur ce tableau. On peut aussi imaginer que ta manière de fonctionner, de constituer des groupes, permet aussi de différencier, de proposer des groupes de niveau par exemple, en regroupant les mêmes problématiques s'il le faut. En tout cas, de chouettes trucs et astuces, mesdames. Alors on passe à un sujet incontournable en maternelle, celui de l'attention des élèves, de notre manière de la capter, de la réguler. Aurélie, on commence avec toi et tes jeux de doigts. Oui, alors en regroupement, souvent quand les enfants sont déconcentrés, j'adore proposer des petites coupures entre chaque transition d'atelier avec des jeux de doigts et des jeux de rythme. Alors ça va être comme des petites comptines toc 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 Monsieur Pouce, où on va jouer avec les doigts, mais ça va être aussi tout le corps. Par exemple, épauille taille taille et on va frapper des mains, on va mettre les mains sur les épaules, la tête, et ça va permettre de recapter l'attention de tous les enfants. Il se joue quoi pour toi, le fait de mobiliser le corps? Eh bien, tout simplement qu'un enfant, surtout en toute petite section, le temps d'attention, c'est 5 minutes et donc c'est normal de bouger et donc le fait de bouger tous ensemble, on a le droit de bouger, ça y est, je vais pouvoir bouger, on va pouvoir décharger son énergie et on va pouvoir de nouveau se recentrer sur, par exemple, la comptine numérique, ou l'alphabet qui est un petit peu plus, cadré pour les enfants. Et ça change vraiment l'ambiance de ta classe? Alors, avant, je vois des enfants qui gigotent sur les bancs, qui bougent les pieds, et cetera et une fois, je leur dis: «Bon, là, les enfants, on va chanter, on va danser, vous avez le droit de vous lever». Ça peut paraître un petit peu comme un feu d'artifice, ça explose et ensuite, je les fais s'asseoir de nouveau sur les bancs et là, on va chuchoter, on va être calme. En fait, les enfants se sont libérés de leur énergie et vont pouvoir se reconcentrer. Alors, un truc important dans ce que tu dis, c'est de ne pas avoir peur du feu d'artifice. Car ici, on peut avoir peur de ne pas pouvoir récupérer sa classe. Alors, c'est important aussi de le préciser avant. Bon là, les enfants, je vois que vous êtes, agités. On va défouler son corps et après on fera un petit temps calme pour mieux apprendre à, réciter la file numérique, par exemple. Alors, Bénédicte, toi, ce sont les histoires qui te permettent de retrouver l'attention de ton groupe. On s'installe et on t'écoute. Eh bien, alors rien de nouveau, hein, c'est quelque chose que beaucoup de collègues connaissent. Donc, ce sont des petites histoires de relaxation. On en trouve un peu partout maintenant, sous forme d'applications, sous forme de livres, sous forme d'audio dans les applications ou d'audio avec des CD. Moi, dans un premier temps, j'étais plutôt à l'aise avec un audio. Peu importe d'où il venait parce que j'étais pas voilà, ça coulait pas de source ce que je racontais aux élèves et puis j'aimais aussi me poser avec eux, donc on pose ce petit audio, c'est des rituels, on le sait, quand on rentre de la cantine, on est énervé, des fois quand on rentre des récréations, ça déborde et on a besoin de se recentrer. Alors moi j'ai des maternelles, donc c'est comment dire? D'autant plus nécessaire, mais avec les grands, ça fonctionne aussi. On écoute ces petites histoires et on part dans notre imaginaire, parce que c'est le propre des relaxations. Donc c'est super intéressant parce que ce sont des relaxations faites pour nos enfants
de leur âge, donc c'est des choses, qu'ils vont vite s'approprier et on se laisse guider et on part et le mieux, c'est de partir avec eux. On s'allonge, on s'assoit, on se pose comme on peut selon les configurations des classes et on se prend un petit moment suspendu dans le temps et ça fait un bien fou. Elle raconte quoi ces histoires? Heu, alors elle raconte quoi? Bah, ça dépend en fait, c'est alors souvent je commence par, les histoires qui parlent du lieu refuge, où on donne aux enfants, ils imaginent en fait un lieu où, qu'ils aiment et dans lequel ils vont pouvoir aller se réfugier quand les choses ne vont pas ou alors justement quand il y a plein de bonnes choses et qu'ils veulent les raconter, les déposer dans un petit endroit. Donc voilà, ça peut être ça donc au tout début, moi, j'ai commencé avec tout ce qui était un peu calme et attentif comme une grenouille. C'était voilà, avant. Maintenant, moi, j'utilise beaucoup parce que j'ai la chance que ça soit gratuit dans mon département, Lilycool, puisque ça fait partie des ressources qui sont gratuites dans les territoires numériques éducatifs. Donc là, il y a une banque de ressources de relaxation, incroyable. Et puis après, sinon, j'avais pris des livres, mais là, je ne saurais pas les citer, très précisément. Ils sont derrière moi. Et là, voilà, c'était des livres avec, différentes histoires, différents univers, la une mare, un lac, une montagne, une mer, être dans le ciel, voler, enfin voilà, on c'était tout plein d'endroits où on s'imagine et où on a envie d'être en fait, hein et on se déconnecte, on va dire, du tumulte ambiant. À ce stade, mes pensées vont vers ces enfants pour lesquels le tumulte est plutôt à l'intérieur et que la relaxation peut ne pas être aussi relaxant qu'annoncé. On fait quoi? On adopte quoi comme précaution pour ces enfants qui ne sont pas à même, pour quelque raison que ce soit, d'aller vers leur intériorité? Alors personnellement, et ça vaut pour mon public, là où je suis, donc déjà chacun moi j'ai acheté, des bouts de tissu. Chacun a son bout de tissu. Ça donne l'emplacement de l'enfant parce que moi j'ai la possibilité de les faire se mettre par terre. Si on est en élémentaire, qu'on n'a pas de place, on est sur sa chaise, le problème est réglé. J'ai mis moi ces bouts de tissu en place juste pour que les enfants justement pour qui c'est à l'instant T pas possible de se centrer, pas possible de s'arrêter, au moins ils savent qu'ils peuvent rester sur leur bout de tissu. Ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils respectent en fait le calme des autres parce que certains vont vraiment plonger dans une belle relaxation et d'autres, il y aura toujours les petits pieds qui bougent, les petits genoux, les petites fesses, voilà. Mais au moins ils savent qu'ils sont dans cet espace-là, que c'est leur espace et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Et pour ceux vraiment où c'est impossible pour eux, j'ai des objets sensoriels. Comme ça, on laisse ceux qui sont capables de partir, hop, de partir dans leur relaxation et les autres écoutent. Ils savent que c'est un moment où on se pose et ils peuvent quand même faire aller leurs petites mains, leur imagination sur des objets et ça se passe plutôt bien, on va dire. Après, voilà, hein, chaque public est différent. Tout est bon à tester pour recadrer l'attention de nos élèves. Alors Mégane, toi, tu utilises un bâton dont je dirais qu'il est un peu magique. Et je l'ai même emmené pour te montrer. Donc ce bâton magique, il est, avec des paillettes à l'intérieur et en fait, je ne sais pas si on l'entend, mais il a en fait un bruit assez fin d'eau et de paillettes qui coulent. Donc en fait, l'idée, c'est au début de l'année, déjà rien que l'objet, bah, ça les attire, ça les intéresse, ça les capte et en fait, assez vite, ils se rendent compte que pour entendre le bruit et bah, du coup, ils sont obligés d'arrêter de parler, de s'occuper de ce que font les copains et du coup, bah, ils se posent et je récupère l'attention de tout le groupe. Délia, toi, tu as une activité un peu plus dynamique que tu proposes, mais non moins efficace. Alors dans ma classe, moi j'ai des petits, des moyens et des grands et voilà, le coin regroupement, ça peut être compliqué et quand je sens que je vais pas réussir à les ravoir juste avec la voix, j'utilise les mains souvent. Donc voilà, tout simplement, donc ce rythme-là, on le connaît tous, ça nous fait tous penser à une musique qui pourtant nous énerve plus qu'autre chose, mais en fin de compte, en le faisant, sans rien dire, petit à petit, ils se mettent à tous le faire. Et en fin de compte, en 30 secondes, on récupère le calme et j'évolue, c'est-à-dire que je tape sur mes cuisses et je finis par plus taper dans les mains et à la fin, on tape plus sur les cuisses, on tape plus dans les mains et on arrive à avoir le calme sans s'énerver. Ça veut dire que les enfants, dès qu'ils t'entendent, ils reproduisent le son, le geste. C'est le principe du chef d'orchestre?
C'est ça, c'est exactement ça et en début d'année, c'est beaucoup moi qui le fais pour, les attirer, les calmer et cetera. Mais des fois, des petits moments de flottement, je demande à un élève de le faire et je lui demande toujours au début: «Fais quelque chose qui fait du bruit». Pour attirer en fait ceux qui vont parler donc des fois, quand il y a vraiment trop de bruit, j'applaudis juste, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Quand tout le monde applaudit avec moi, je ralentis le rythme ou après on peut claquer des doigts, claquer de la langue et cetera. Mais c'est vrai qu'au début, moi je conseille de enfin je fais des choses qui font fortement du bruit pour les attirer. Ça peut être aussi taper du pied ou rire très fort, enfin voilà des choses qui vont les intriguer. Ils vont faire pareil et après on ralentit les choses. Alors moi, ma question avec des petits notamment, c'est la première fois où on propose une activité. Une fois que le code est installé, OK, ça roule, mais la première fois, les premières fois, on fait comment pour installer cette consigne implicite? Et ben, ils sont étonnés, alors après moi comme j'ai les 3 sections, ils voient que les autres enfants font pareil, donc ils imitent. Mais je me dis qu'avec que des petits, je pense qu'il y en a quand même qui imitent. C'est des gestes tout simples et puis sinon, bah, après avec le regard, puisque moi j'essaye à ce moment-là de pas parler, en dire: «Allez, y va!» ou quand il y en a un qui le fait, je dis: «Oui, c'est bien, on continue» et cetera. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent qu'avec le visage. Heu et puis les petits, en tout début d'année, il faut même faire un geste vraiment plus simple. Juste applaudir ou juste taper sur ses cuisses très, très vite. L'idée n'étant pas qu'ils reproduisent à l'identique. Clairement, les petits, ils n'y arrivent pas, voire même certains moyens se mélangent, mais c'est tout. On essaye et déjà on veut capter toute leur attention. Allez, on passe à un autre sujet, celui de la gestion du groupe en entier quand on doit les mobiliser tous ensemble. Mobiliser tout le monde au même moment, ça peut faire un peu peur quand on débute, et après aussi d'ailleurs, et notamment cette question des déplacements. Alors il y a tant de manières de faire, chacune trouvant la manière qui lui ressemble le plus, dans le cadre de sécurité dont nous sommes garants bien sûr. Toi, Aurélie, tu proposes une petite chanson. Oui, alors tout le monde le sait que les moments de transition, c'est les moments de flottement où les enfants ont tendance, à faire des bêtises, à courir, à pas respecter les règles. Donc moi, pour, mieux, gérer mon groupe classe, je leur propose de se mettre en rang 2 par 2 et de faire la chanson du petit train pour le déplacement. Donc alors, c'est pas forcément se donner la main parce que le consentement, c'est important. Un enfant n'est pas obligé de donner la main, mais on va se ranger à côté d'un camarade pour faire un wagon. Il va y avoir plusieurs wagons et quand je chante la petite chanson qui est, de bon matin, devant la gare, les petites locaux se mettent en rang. Le mécanicien tire sur la barre. Là, j'attends le silence et les enfants mettent le doigt sur la bouche, la main en l'air et tchou, 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 elles partent en avant. Et ensuite, le rang se déplace tchou, 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 en faisant des petits bruits de bouche, mais vraiment très discrets, pour avoir le calme tout du long. Ça évite que les enfants courent. Là encore, on mobilise le corps, on détourne leur attention et du coup, le rang avance parfaitement. Y a-t-il vocation à ce que cette chanson disparaisse au fur et à mesure de l'année, quand les règles se sont installées notamment? Oui, donc cette chanson est une, chanson que j'utilise vraiment pour le tout début d'année en période 1 et période 3. Et une fois qu'ils arrivent à faire le rang, on va mémoriser d'autres comptines, on va chanter tout simplement des chansons qu'on chante en regroupement ou, ça peut être aussi un rang silencieux, comme des petites souris pour pas qu'on nous entende. Mais vraiment cette chanson du rang, c'est surtout période 1 et début de période 2 après les vacances de la Toussaint. Mégane, toi, tu facilites le travail de groupe et notamment le niveau sonore requis avec des panneaux de couleurs. Alors en fait, l'idée m'est venue parce que j'ai des espaces, bah, de travail, parfois autonomes, parfois avec mon ATSEM en semi-dirigé ou parfois avec moi en dirigé et c'est vrai que quand on est happé avec son groupe pour ramener le calme sur les autres tables et bah, c'est pas toujours évident. Et du coup, j'ai un petit totem qui permet toujours de ne pas crier, déjà parce qu'on est en train de travailler et que c'est juste insupportable et puis ça préserve notre voix aussi, et du coup de rappeler juste la couleur, du totem, qui est sur la table et du coup, ça leur permet aussi de s'autoréguler entre eux puisqu'il y en a toujours un pour rappeler aux autres. Là, on est sur une table avec un panneau rouge et il faut se taire, il faut se concentrer. Donc ces petits panneaux, je vous les ai amenés aussi pour vous les montrer. Hop! Voilà à quoi ils ressemblent. Des petits panneaux qu'on pose au centre de la table ou alors, dans des espaces parce qu'ils sont assez autonomes, donc ils peuvent aussi aller les chercher.
et posés, sur leur table de travail quand ils sont en atelier autonome, quand ils ont envie de faire quelque chose, pour expliquer que, bah, là, c'est un moment où ils ont besoin de calme, ils ont envie de se concentrer et ils ont envie d'être dans le silence. Voilà. Alors ce que je comprends pas du coup, c'est ces petits panneaux, ils viennent donner la consigne de l'endroit ou signaler qu'on n'est plus dans le niveau sonore requis? Je pense que c'est des choses je les ai fait il y a, je dirais bien, 5 ans, mais je pense que ça peut évoluer encore. C'est-à-dire que forcément stigmatiser vert et rouge, finalement on pourrait les faire évoluer et voir, juste un chuchoté et un je parle doucement, un chuchoté et un je ne parle pas, je garde le silence. Voilà. Et pas forcément stigmatiser avec du vert et rouge. Voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer encore aussi, parce qu'on évolue tout le temps, en fait. En tout cas, je me dis qu'il pourrait y avoir 2 types de panneaux. Des panneaux pour indiquer comment se comporter et un autre pour réguler. Je crois que ça a été inventé. Je l'ai déjà vu passer sur les réseaux. Il y a une maîtresse qui fait ce système et je l'ai déjà testé, ça fonctionne bien. On met des billes plates dans une petite coupelle au centre avec, bah, par exemple, moi je l'accompagne avec mon panneau en expliquant que ce travail-là, c'est un moment où ils doivent se concentrer, ils ont besoin d'être dans, bah, le silence et il y a 4 petits jetons à l'intérieur ou 4 petites perles plates et si vraiment le niveau monte, on enlève une plate. On enlève une perle plate et c'est les gardiens du trésor, donc ils doivent essayer de respecter au mieux pour garder leurs 4 petites, perles plates, jusqu'à la fin. Merci Mégane en tout cas. Et si on parlait gestion de place en regroupement avec toi, Paola? Donc ça, c'est quelque chose qui a bien évolué sur mes années de carrière et qu'aujourd'hui je suis très cadrée. En fait, je me rends compte que plus j'avance, plus ma classe est ordonnée et plus ça nous libère du temps pour faire des choses chouettes. Au départ, j'avais peur d'être trop rigide parce que je me disais: «La rigidité, c'est pas bon, ils sont petits, il faut qu'ils s'amusent». Donc par exemple, en regroupement, avoir des places attitrées, pour moi, au départ, je me disais: «Mais ils ont les droits de s'asseoir à côté des copains quand même, c'est l'école, ils passent toute la journée ici» et je me rends compte aujourd'hui où, à chaque regroupement, donc mes élèves ont toujours des places attitrées, ça libère du temps pour qu'on puisse passer des super chouettes regroupements parce que quand je dis: «Allez, c'est l'heure du regroupement», tout le monde sait où aller. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de: «Mais moi, je veux m'asseoir à côté de toi» ou «Moi, aujourd'hui, je veux pas m'asseoir à côté de toi parce que tu es plus mon copain, parce que tu m'as pas invité à ton anniversaire». Ça enlève toutes ces discussions de qui peut s'asseoir où. Donc, c'est matérialisé pour les tout petits par une petite photo collée sur le banc ou ça peut être en plan si on peut va s'il y a pas de banc, enfin, quels que soient les moyens, il faut que les enfants, aient une place attitrée. Enfin, il faut, ça c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, ça fait que ces moments de transition qui sont souvent les moments les plus difficiles à gérer dans une classe et d'autant plus en maternelle, ils sont beaucoup plus fluides si l'enfant a pas beaucoup de décisions à prendre, en fait. En fait, il doit juste venir au regroupement et il sait où il doit s'asseoir et tout le monde s'installe rapidement. Du coup, on peut commencer à chanter une chanson, on peut commencer à lire une histoire au lieu de passer 3 minutes à régler les disputes de qui s'assoit où. On apprend comment à nos élèves à intégrer ce fonctionnement? Car on le sait, d'autant plus en maternelle, l'outil ne fait pas l'apprentissage. Comme je disais avec les tout petits, moi j'aime bien mettre en début d'année en tout cas des photos, sur leur banc. Si on peut avoir un banc, on colle, on scotche la photo. Donc ça va, et après c'est d'être constant et dire: «Voilà, on vient s'asseoir, chacun s'assoit sur sa photo». Ça, ils comprennent, assez rapidement. Hem, avec les moyens, j'école souvent leur petit prénom. Avec les grands, c'est je fais souvent le plan un plan pour moi que je tiens et pour des classes mixtes aussi, j'ai eu beaucoup de classes mixtes où c'était moi qui avais les plans et c'est juste prendre les temps au premier regroupement de leur dire: «Toi, tu t'assois là, toi, tu t'assois là», de dire aux enfants je leur explique, je leur dis: «On a des places, chacun a une place pendant le regroupement, c'est important, comme ça on sait où aller et comme ça on perd pas de temps». Je leur dis tout ça: «On perd pas de temps et vous allez avoir plein de moments pour jouer ensemble avec votre copain, pendant la récréation. Là, c'est pas un temps de jeu, c'est un temps qui est chouette, mais c'est un temps d'apprentissage». Donc je leur explique et là, encore une fois, si les regroupements reviennent quand même 3 4 fois dans la journée, donc si on est constant, très rapidement, au bout d'une semaine grand maximum, les enfants savent très bien où aller. Il y aura peut-être un ou 2 qui vont avoir un peu plus du mal, mais les autres enfants vont toujours lui dire: «Non, c'est pas là ta place, tu t'assois». Voilà, ça s'autorégule très vite si on s'y tient vraiment. Ça s'autorégule assez vite. Alors, on a parlé gestion du temps, gestion des activités de groupe.
Tous ces trucs nécessitent du temps d'installation, de la constance, mais malgré tout, certains comportements de certains élèves, pour des raisons très diverses, la maturité notamment, nécessitent une intervention spécifique. Alors, on va commencer avec toi, Aurélie, qui propose à tes élèves de pouvoir observer ce qui se passe dans la classe. Un petit rituel en quelque sorte. Alors, ce n'est pas vraiment un rituel, c'est plus, un espace de classe libre pour les enfants qui ne savent pas s'occuper individuellement ou qui ne veulent, pas faire une activité. Donc on connaît tous, l'enfant qui, lorsqu'on lui propose la peinture, la pâte à modeler, il dit non, il n'a pas envie d'être là. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cet élève-là? Donc dans ma classe, j'ai une chaise d'observation. C'est une chaise où j'ai tout simplement collé 2 yeux, il y a pas de bouche sur cette chaise. C'est 2 grands yeux sur le dossier de la chaise et donc l'enfant qui ne sait pas quoi faire, quand je vois qu'il tournicote un petit peu dans la classe et qu'il regarde les autres mais sans prendre aucune activité, je vais lui proposer d'aller s'installer sur la chaise d'observation pour bien observer les camarades, voir ce qu'ils font et je vais lui demander de me dire ce qu'il a observé ensuite. Et en fait, souvent je remarque que, par exemple, si je le mets à côté de l'atelier peinture, cette chaise, j'en ai un petit peu partout dans la classe. J'en ai à 3 vraiment pôles, distincts. J'en ai un au coin construction, j'en ai un à l'espace, d'atelier dirigé, pardon, et j'en ai un près de mon atelier artistique. Et j'observe que souvent les enfants qui n'osent pas toucher la peinture, le fait d'observer les copains et que ça soit pas une contrainte, on ne les force pas, d'eux-mêmes, pas forcément tout de suite, mais la première, deuxième semaine, ils vont avoir envie. Alors, je connaissais absolument pas cette proposition et j'essaye de comprendre ce qui se joue. Alors, peut-être une clarification. C'est pas une sanction. C'est ça. C'est plutôt que de forcer un enfant à faire une activité qu'il n'a pas envie, avoir des pleurs pour mettre la blouse, je lui propose: «Tu n'as pas envie de faire la peinture? Veux-tu t'asseoir sur la chaise d'observation?» S'il me dit non, c'est pareil, je vais pas l'obliger à s'asseoir pour observer. C'est s'il en a envie et souvent, le fait de proposer cette petite, «sortie de secours» entre guillemets, la fois suivante eh bien, je vois que, ça va peut-être donner des envies à des enfants réticents à la base. Donc, tu leur proposes après de te faire des retours. Ils disent quoi, les enfants? Hem, en toute petite section, c'est pas forcément évident, mais on arrive, en parlant des émotions, souvent je leur montre, des images, hein. J'utilise, la peluche Pipouette en classe et donc ça peut être la peur. Ils ont peur de toucher ou le dégoût, tout simplement et en fait, le fait de voir les copains avec le grand sourire s'amuser, bah, ah bah, moi aussi j'ai envie d'essayer en fait. Merci Aurélie pour ce truc hyper inspirant qui donne l'opportunité à des enfants de prendre le temps d'observer avant d'agir. Car on sait que pour certains, eh ben, c'est vital. Bah, c'est surtout qu'on entend beaucoup le consentement pour les cycles 2, le cycle 3. On voit qu'il faut en parler de plus en plus, mais c'est dès la petite section au final, ce terme de oui, c'est un individu propre, s'il n'a pas envie, il faut respecter, ce cadre-là. L'écoute des individualités donc. Delia, toi, lors de ces temps où individuellement il y a nécessité à ajuster la proposition, tu leur donnes la possibilité de s'éloigner. Alors ça, c'est quand on sent que les enfants vont être alors soit trop énervés, soit trop fatigués. Donc ça va être sur des fins de journée, par exemple, ou fin de matinée en début d'année. Ça peut être après des longues périodes de classe. On voit le mois de juin qui peut être très compliqué pour certains. On sent que c'est souvent au moment du regroupement, on sent qu'il y a des enfants qui n'apprécient plus trop d'être à côté des autres, d'être touchés ou qui, n'ont plus du tout de concentration. Et donc là, alors en début de carrière, j'avais du mal à le faire et là, je me dis: «C'est soit je m'énerve, lui va s'énerver, soit je dis rien, mais il va s'énerver, il va énerver les autres et cetera». Donc en fait, je vais l'écouter et je vais lui proposer la possibilité de s'éloigner. Alors on va dire le plus souvent, c'est un enfant qui est fatigué, qui ou voilà, ou qui en a marre, qui n'a plus de concentration parce que du fait de son jeune âge et cetera. Je lui propose d'aller dans la bibliothèque parce qu'on a des coussins où on peut s'allonger, de prendre un doudou, de s'allonger. S'il a son doudou, d'aller chercher le sien, de prendre un livre. On a des petits jeux à manipuler, des bouteilles sensorielles, voilà, des choses comme ça. Donc il a cette possibilité-là. Ça arrive que des fois, il s'endorme, donc c'est tout, on le laisse et ça calme toute la classe en disant: «Voilà, attention, il s'est endormi, il est fatigué». Et sinon quand le temps collectif est terminé,
Ou si c'est un temps sur petit groupe ou un temps individuel, je lui demande, je dis: «Voilà, est-ce que tu es assez reposé? Viens, on va faire autre chose». Souvent, ils disent oui parce qu'ils aiment aussi être dans le groupe et ils ont envie de faire autre chose. Donc voilà, je les récupère comme ça dans le groupe. Après, si c'est trop long, je laisse plus de temps. Alors bien sûr, il y en a qui abusent, clairement, des petits malins qui essayent. C'est normal. Ils le font une fois, 2 fois. Après, si dans la bibliothèque, ils gigotent tout le temps ou ils rigolent ou ils interpellent les autres, là, on remet les règles en disant: «Attention, tu as le droit de t'éloigner du groupe, de ne pas faire comme les autres parce que tu es fatigué, parce que tu» et cetera. Mais il faut pas non plus en abuser. On se pose toujours une question, avec les petits notamment, de la crainte de proposer des situations, des ajustements hyper individuels, en imaginant qu'il va y avoir une contagion. Non, pas tant. Alors, non, parce qu'en fait, ce coin, il est aussi accessible tout au long de la journée. C'est-à-dire que voilà, le matin, quand ils arrivent, s'ils ont un coup de mou ou juste s'ils ont envie en fait d'y aller, ils ont le droit d'y aller. Il y a rien de nouveau. C'est un coin de la classe qu'on utilise à ce moment-là et ça peut être aussi, par exemple, pour un enfant qui est très en colère, hein. Tu me questionnais tout à l'heure, sur ma réaction face à un enfant en colère. Alors soit on connaît l'enfant, on a discuté avec lui, il y a un peu ce contrat qui s'est inscrit dans la classe ou alors on peut pas du tout le gérer parce qu'on a tous les autres, enfin, il y a des fois, on peut pas se rendre disponible. Bah, ça peut être: «Va aussi dans la bibliothèque». Alors tu as le droit de mettre la tête dans le coussin et de crier ou je sais pas, tu as le droit d'aller courir un peu, dehors ou dans le couloir. Alors moi, j'ai vu sur la cour, attention, ça dépend des écoles, mais ça peut être aussi s'éloigner parce que je sens que je vais exploser et que enfin quand je dis je me mets à la place de l'enfant, mais voilà, donc on essaye aussi de voir avec ces enfants-là. Bien sûr qu'il y a des petits qui vont vouloir imiter. Après je pense que c'est aussi discuter, leur expliquer. Tu vois, un tel, il est parti parce qu'il était très fatigué, du coup, il arrive plus à apprendre et ça sert à rien de voilà, si toi tu es fatigué, d'accord et après, bah, ceux qui ne le ressentent pas, ils disent aussi: «C'est quand même bien avec la maîtresse parce qu'il se passe des choses» ou «C'est bien quand je suis tout seul et je fais autre chose». Merci Delia. Pour continuer sur ce sujet de la gestion des situations très individuelles, il y a le sujet des pleurs, et notamment des pleurs du matin. Alors Julie, toi, tu as un petit truc magique. Les sabliers, toujours et encore les sabliers. On a plusieurs types de sabliers. Alors certains sont plus fragiles que d'autres, donc il faut faire attention à ce qu'on choisit. Mais j'ai remarqué que les élèves étaient captivés par justement soit ce sable qui s'écoule, soit encore plus les sabliers avec les sortes de petites billes, petites bulles qui descendent, en tournant. Donc j'ai toute une variété, de sabliers, qu'il faut souvent que je recommande, à chaque début d'année car ils tiennent rarement les les 6 premiers mois. Mais les enfants sont captivés autant que par un écran, par ces choses qui s'écoulent en fait, qui peu importe la manière, et souvent du coup on arrive à faire, oublier, la séparation à l'enfant et après il est disponible, il a fait cette coupure. Ah ouais, une bascule qui bien souvent peut se faire de façon hyper brutale. L'enfant peut vraiment basculer d'inconsolable à hyper souriant. Merci Julie. Paola, toi, pour terminer, tu utilises un petit signe pour signifier à tes élèves, sans t'interrompre, que tu les as vus. J'ai un petit signe qui fait des miracles en classe que j'apprends aux enfants au regroupement ce qu'il veut dire. Donc le signe, c'est ça, c'est tout simplement mais ça, c'est mon signe, ça peut être n'importe quel signe et ces signes, ça veut dire: «Je te vois, je vois que tu veux me parler, mais je ne suis pas à toi maintenant». Donc je peux l'utiliser en regroupement, quand on distribue la parole, quel que ce soit, il doit lever la main ou parfois c'est moi qui distribue la parole. Un enfant qui commence à parler, alors je peux juste l'ignorer et écouter que l'enfant qui parle, mais souvent, surtout avec les petits, il va répéter de plus en plus fort et donc je leur dis: Ça veut dire: «Je vois que tu veux parler, mais c'est pas ton tour». Et parfois même je le fais et je lève les doigts comme ça pour lui indiquer: «Souviens-toi, il faut que tu lèves la main». Mais c'est un signe très discret qui permet de dire à l'enfant: «C'est pas ton tour», sans interrompre ni l'enfant qui parle, sans m'interrompre moi. Si je suis en train de lire une histoire, bah, je peux juste faire ça. Ça reste très, très fluide et ça reste assez discret et je peux l'utiliser aussi si je suis en train d'expliquer un atelier, je suis avec un enfant, voilà, on est sur quelque chose de parfois je sais pas, je reprends un geste de graphisme ou quelque chose d'assez concret où j'ai besoin de mon attention et un autre enfant vient me demander, tout ce qu'il nous demande: «Est-ce que je peux faire pipi? Est-ce que est-ce que je peux boire de l'eau? Qu'est-ce que je fais avec mon travail?» Juste, je lève les doigts comme ça et en fait, l'enfant, tout de suite, comprend que
J'irai à toi tout à l'heure, mais pas maintenant. Ma question, c'est comment on le met en place? Comment on apprend aux élèves? Car le signe ne fait pas le comportement et aussi comment on se régule soi-même pour pour ne pas répondre aux sollicitations. Ouais, ce sont les 2 points importants. Déjà, comment on le met en place, c'est de vraiment expliquer de façon très claire aux enfants et moi, j'aime bien quand je le fais la première fois, parce que moi, je remplace beaucoup dans les classes, c'est quand je leur montre, je fais un petit test tout de suite. Donc je dis: «Voilà, donc ça veut dire que tu peux pas parler, c'est pas ton tour de parler» et donc je dis: «Allez, on» et donc je dis: «Je vais vous poser une question, vous allez tous avoir envie de répondre». Donc je pose vraiment une question hyper chouette. Je sais pas: «Qu'est-ce que vous aimeriez faire en vacances?» Et il y en a un qui commence à parler et dès qu'il y en a un qui parle sans lever la main, je teste et je dis: «Ah bah bravo, là tu as arrêté de parler, tu as vu les signes, c'est super». Donc prendre vraiment quelques minutes les premières fois pour montrer comment ça fonctionne et après il faut être hyper constant. C'est-à-dire que si je montre le signe, mais que je me retourne vers l'enfant et que je réponds à sa question, par exemple, je lui envoie 2 signaux complètement contradictoires et ça fonctionne pas. Donc du moment où j'ai utilisé le signe, je dois pas prendre en compte ce qu'a dit cet enfant tout de suite. Même si c'est parfois bon, si c'est hyper urgent, l'enfant: «Mais j'ai besoin de faire pipi, je vais forcément» j'attends même 3 secondes. Je dis: «Bon, voilà, laisser un petit temps pour qu'il comprenne que vraiment ce que veut dire le signe» et une f après ça devient une habitude. Au début, on doit y penser vraiment, après ça devient tellement une habitude et ça fonctionne tellement bien si nous on est constant là-dessus, que ça devient une habitude pour nous, pour les enfants et ça devient vraiment quelque chose d'assez automatique. Tu dis quelque chose de super important. C'est la constante et la nécessité de ne pas envoyer de signaux contradictoires. Et ce qu'on fait souvent parce qu'on veut poser un cadre, mais on veut aussi être souple, on veut aussi et parfois il y a des choses qui sont pas prévues, donc on dit: «D'accord, mais pour cette fois» je sais pas, on est assez, voilà, on a tendance, avec plein de bonnes volontés, hein, à transgresser de notre cadre de façon assez récurrente et ça finit par, du coup, le cadre, il a du mal à être posé, c'est clair. Les enfants vont ils perçoivent tout et surtout, ils vont se fier à notre constance à nous. Si nous, on n'est pas constant, eux, ils le seront pas. Alors, que de chouettes trucs et idées partagées par vous 8 pour gérer sa classe au quotidien. Merci à toutes de ces partages qui sauront sans nul doute inspirer les collègues, jeunes et moins jeunes. À tout bientôt.